Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors c'est l'heure de vérité à l'Assemblée nationale, je vous le disais. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Alors voilà, vous êtes dans une zone olympique là, j'entends. Un peu en effet. Alors vous êtes un grand spécialiste du droit public et de notre Constitution. Vous êtes maître de conférence en droit public à Paris 2 Panthéon-Sorbonne, docteur en sciences politiques, normalien, et vous avez publié Le Parlement, temple de la République. Autant vous dire que, évidemment, si on vous a demandé ce matin de venir répondre à nos questions, c'est parce qu'on s'intéresse déjà à la façon dont les choses vont se dérouler aujourd'hui à l'Assemblée. D'abord, on ne cesse de dire que c'est là que les choses vont se décider, mais pourquoi ? Pourquoi c'est à cet endroit, dans le Parlement, l'Assemblée nationale, une des deux chambres du Parlement français, du Congrès, que les choses vont se faire ? Pourquoi est-ce que les rapports de force vont se mettre au clair aujourd'hui ? Alors, il faut bien comprendre que, et même si on l'a un petit peu oublié, la France est un vrai régime parlementaire. En d'autres termes, eh bien, celui qui contrôle une majorité au Parlement, contrôle le pouvoir. Et si votre gouvernement n'a pas de majorité au Parlement, eh bien, au bout de 48 heures, tant pour voter une motion de censure, il tombe. Dans ce cadre-là, vous pouvez avoir un président qui peut dire ce qu'il veut, qui peut vouloir ce qu'il souhaite, mais fondamentalement, s'il n'a pas de majorité absolue, eh bien, il n'a qu'un pouvoir qui est relativement résiduel. Donc aujourd'hui, on va avoir une forme d'objectivation de ces rapports de force. Faut pas non plus trop en attendre, pour revenir sur ce que vous avez dit. Oui. C'est-à-dire que, admettons qu'on a un président qui soit élu, et aujourd'hui en effet c'est l'élection du président de l'Assemblée. Président de l'Assemblée, Voilà, qu'il soit élu au troisième tour, autrement dit avec une majorité relative. Admettons qu'André Chassaigne reçoive 190 voix, c'est le André candidat Chassaigne, du Front populaire. C'est le candidat communiste du Front populaire, oui. C'est ça. Et que, je sais pas, il y a le Braun-Pivet soit soutenu par LR avec le soutien de la majorité, de l'ancienne majorité présidentielle, et obtiennent 210 voix, ça fait quand même pas la majorité absolue. Pour l'un comme pour l'autre, ça fait quand même pas 289. Et donc ça lui permet d'être élu, mais ça permettrait pas demain à un gouvernement de tenir. Oui, mais donc ce qui va se constituer formellement aujourd'hui, ce sont les groupes politiques, les groupes parlementaires. Alors, ce sont les groupes parlementaires, en effet. Et on va avoir un nombre de groupes parlementaires extrêmement important. On parle de 14. Ce qui, et du coup, on y verra plus clair. On verra enfin qui peut prétendre à se constituer d'abord comme groupe parlementaire, mais ensuite qui est avec qui et qui peut discuter avec qui, du coup, formellement, officiellement. On verra en tout cas quelle est la carte de l'Assemblée, mais cette carte de l'Assemblée, elle ne changera pas une configuration, qui est une configuration en 3 grands blocs, nouveau Front populaire, ancienne majorité présidentielle, potentiellement soutenue par LR, et Rassemblement national, plus Éric Ciotti. Le problème, c'est qu'aucun de ces blocs n'a de majorité absolue. Oui. Et que donc, à partir de là, si ces blocs restent étanches les uns aux autres, eh bien actuellement, la possibilité de faire tenir un gouvernement demain est très compromise. Bon, mais alors ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas prendre dans l'élection de la future ou du futur président de l'Assemblée l'émergence d'une majorité absolue. Ce ne sera pas le signe de ça. Ce sera le signe qu'au 3e tour, par une majorité très relative, eh bien au moins il y aura quelqu'un pour organiser le travail à l'Assemblée nationale, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on attend d'un président de l'Assemblée nationale ? On attend qu'il serve d'abord de thermostat, de celui qui ressent le caractère bouillonnant ou pas de votre assemblée, et ensuite de soupape en potentiellement prenant le parti de l'opposition quand celle-ci a besoin d'être défendue contre une majorité qui a une grande partie du pouvoir. Là, vous comprenez bien qu'on va avoir une assemblée en pleine ébullition. D'abord parce que 14 groupes, on n'a jamais vu ça sous la Ve République, c'est beaucoup, c'est très nombreux. Ensuite parce qu'on a des groupes qui sont des groupes très polarisés. Je pense au RN et la FI qui ne rentrent que difficilement dans des combinaisons d'alliance, et que qui plus est, on voit pas de majorité parlementaire se dessiner. Donc le rôle du président, c'est pas tant d'être le révélateur d'une potentielle majorité pour demain, ça va d'abord être celui d'un conciliateur, quelqu'un qui est en capacité de discuter au moins de la gestion des travaux de l'Assemblée nationale pour mettre les choses à plat, et que malgré les visions profondes aujourd'hui qui agitent cette chambre, eh bien on puisse avancer sur un certain nombre de choses, ou au moins que ce ne soit pas trop, entre guillemets, bordélisé. Alors, avant de revenir, Benjamin Morel, je rappelle que vous êtes maître de conférence à Paris 2 et un grand spécialiste du droit public et de la Constitution. Avant de revenir sur les éventuelles capacités de coalition, à trouver une coalition ou non, revenons sur les candidats au perchoir aujourd'hui. Vous l'avez cité, André Chassaigne, communiste. Pourquoi est-ce qu'on dit de lui qu'il a une très bonne réputation, parce que d'abord ça fait plus de 20 ans qu'il est député,
député, d'accord, mais il a une forte connaissance de l'Assemblée, mais surtout il a un comportement assez exemplaire. Je suis un peu jugé parti parce que j'ai grandi dans la circonscription d'André Chassaigne, donc il faut le savoir. Dans le Massif central. C'est ça, et c'est dans le Puy-de-Dôme. Et donc c'est un vieux parlementaire, c'est-à-dire qu'il connaît les arcades du Parlement. Je crois qu'il en a son 5e ou 6e mandat. Il a été président de groupe pendant très longtemps. Quand vous êtes président de groupe, vous siégez à ce qu'on appelle la conférence des présidents. Donc vous dialoguez avec les autres présidents. Et avec vos adversaires. C'est ça. Et il a souvent été une voix à la fois de sagesse et de conciliation, à la fois au sein de la gauche, mais même au-delà de la gauche. C'est quelqu'un qui est respecté un peu sur tous les bancs et qui a pu prendre des positions parfois relativement modérées, y compris dans la gestion de la séance. Souvenez-vous de la réforme des retraites. Le groupe communiste était sur une ligne assez différente en termes sur le fond, non, mais en revanche dans la façon d'agir que le groupe LFI quant à l'animation des débats. Oui, donc, pas d'éructation dans l'hémicycle, et il est respecté parce que réputé respectueux lui-même de ses adversaires. C'est ça. On a un comportement qui est très républicain et on a un élu qui plus est un élu de la ruralité, qui connaît le terrain, etc. Et donc, ce faisant, on a en effet un choix qui est relativement consensuel. Alors, ça reste une élection qui va être extrêmement politique, avec une assemblée qui, même si la gauche est arrivée en tête en termes de voix, penche quand même clairement beaucoup plus à droite, si on considère que Renaissance a plus aujourd'hui tendance à se rapprocher de la droite que de la gauche. Pour cette raison-là, pour nos fronts populaires, ce sera très compliqué. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va avoir un 3e tour? Est-ce qu'au 2e tour, où on élit le président à la majorité absolue, le RN, Sébastien Chenu, peut se retirer pour soutenir Yaël Braun-Pivet, par défaut en quelque sorte. Voilà, ce qui s'est fait en 2022, ou est-ce qu'on a un 3e tour où tout le monde se compte et où ça va être bloc RN contre bloc majorité contre bloc Nouveau Front Populaire, auquel cas les chances d'André Chassaigne ne sont pas nulles. Oui, alors il y a Naïm Amouchou qui est soutenu par Horizon et qui était tout à l'heure sur l'antenne de Sud Radio. Il y a Philippe Juvin qui est l'ancien maire de la Garenne-Colombes, député, médecin, patron des urgences de l'hôpital Pompidou, qui est candidat pour LR, c'est un peu symbolique, et puis Sébastien Chenu, donc pour le Rassemblement National, il avait déjà été dans la législature précédente vice-président au titre du Rassemblement National de l'Assemblée, et puis il y a Yaël Braun-Pivet qui aujourd'hui est favorite. Pourquoi favorite Yaël Braun-Pivet de la majorité macroniste sortante? Alors elle est favorite parce que pour ce qui est de l'espace centre-droit, elle a le plus grand groupe derrière elle, étant donné que le 2e groupe en termes de voix après le Rassemblement National, c'est le groupe Renaissance. Ouais. Et donc, ce faisant, elle peut compter au premier tour, être devant tous les candidats du centre-droit. Philippe Juvin, qui est envoyé par LR, est plutôt Macron compatible. C'est un signe de l'avoir envoyé lui, plutôt qu'Annie Genevard, qui avait toute la légitimité, elle avait été vice-présidente, etc. Mais sur une ligne plus indépendante. Et les LR ont tranché plutôt pour lui, Philippe Juvin, que pour Madame Genevard, oui. C'est ça. Et donc, dans ce cadre-là, on peut penser qu'au second tour, il y aura des désistements en faveur de Yaël Braun-Pivet, peut-être de Philippe Juvin et de Naïm Amouchou. Mais ce serait impossible. Ce serait un comble que finalement, alors qu'il y a eu dissolution et puis il y a eu échec en partie du président de la République, ce soit une de ses candidats, sa candidate en quelque sorte, malgré tout, même si elle est très indépendante et elle dit son fait au président, elle était contre la dissolution, Yaël Braun-Pivet. Ce serait quand même un comble si c'était elle qui à nouveau figurait au perchoir. Alors oui, c'est vrai. En même temps, elle s'est positionnée contre l'exclusion des organes de l'Assemblée, notamment le bureau, des RN et des LFI. Ce que pourtant veut imposer contre Renaissance. Donc ça veut dire qu'on pourrait voir à nouveau un vice-président RN, par exemple, ou un vice-président LFI, car elle considère qu'on doit respecter les usages de responsabilité octroyés à la proportionnelle du nombre de députés dans l'Assemblée, à chacun des groupes. Alors c'est plus que des usages. Le règlement il est écrit noir sur blanc dans le règlement que les postes au bureau sont répartis à la proportionnelle. Donc ça veut dire que si jamais on ne le faisait pas, ce qui est aujourd'hui la position campée et par le Nouveau Front Populaire contre le RN et par Renaissance et le président de la contre République, l'AFI et le Rassemblement National, on contreviendra à la lettre même du règlement. Souvenez-vous de ce que je disais tout à l'heure. Le rôle d'un président, c'est d'abord de calmer les tensions et de faire que l'Assemblée soit gérable, que ce soit pas le cirque permanent. Et donc, ce faisant, il faut que vos oppositions ne se sentent pas trop
trop lésés. Si Bien la sûr. FI et le RN se sentent lésés, et ils auront raison de se sentir lésés, parce qu'encore une fois, on contreviendrait au règlement, ça risque d'être totalement ingérable. C'est pourquoi, malgré ce que vous avez pu évoquer, c'est-à-dire qu'en effet, il y a une continuité qui s'explique mal politiquement, le choix de Yael Braun-Pivet peut apparaître pour beaucoup comme une forme de choix d'apaisement. Dernière question, Benjamin Morel. Je rappelle qu'encore une fois que vous êtes un grand constitutionnaliste, enfin en tout cas un spécialiste du droit public et politologue. Benjamin Morel, vous nous avez fait comprendre clairement que le président ou la présidente qui va sortir des urnes internes de l'Assemblée nationale ne signifiera pas majorité absolue, en tout cas une majorité forte. Pour autant, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que si le nouveau Front populaire, qui n'a toujours pas de candidat commun à Matignon pour pas être Premier ministre, faisant la démonstration du coup qu'il n'est pas uni et qu'il ne peut pas y avoir de majorité avec lui, qu'il ne peut pas gouverner, est-ce qu'il ne peut pas émaner dans les jours qui viennent finalement déjà les pistes d'une entente, d'une coalition entre le bloc central et puis une partie de la gauche et une partie et les LR? Alors, le problème, entre guillemets, de cette hypothèse, c'est qu'il faudrait que le nouveau Front populaire explose en vol. Or, malgré tout, aujourd'hui, chacun se tient par la barbichette au sein du NFP, et donc, ce faisant, celui qui trahira le premier apparaîtra aux yeux de l'électorat de gauche comme étant celui qui a trahi la victoire. Donc, aucun des membres du Front populaire, aujourd'hui, ne peut rompre cette solidarité. La désignation d'André Chassaigne montre bien que là-dessus, eh bien, il y a encore une volonté de s'entendre, de rester alliés, et que, cette situation-là conduira probablement à une décantation, mais probablement pas avant la fin de l'été. Oui, le nouveau Front populaire ne s'entend pas, il n'arrive pas à trouver un candidat commun, mais il tient par défaut, c'est ce que vous nous dites, en tout cas il tient, et tant qu'il n'a pas explosé, en effet, il ne peut pas y avoir de coalition avec une partie de la gauche dite de gouvernement. Merci infiniment pour tous ces éclairages, Benjamin Morel. Je rappelle que vous avez publié Le Parlement, Temple de la République, un magnifique ouvrage sur la réalité de l'histoire du Parlement depuis 1789. À nos jours, c'est au passé composé. Merci à vous, à bientôt sur Sud Radio, et on va parler maintenant de l'éventualité d'une situation de financement du terrorisme et notamment du Hamas par une association française. On en parle dans un instant. Merci, restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons